Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour commencer, je vous emmène en 1974, une année marquée par des événements importants dans le monde. Alors qu'en Europe du Sud, au Portugal, en avril, la révolution des œillets met fin à la dictature salazariste, quelque part dans l'océan Indien, dans un territoire africain appelé Comores, un archipel composé de 4 îles principales dont Grande Comore, Moélie, Anjouan et Mayotte, se tenait le 22 décembre un référendum d'indépendance qui allait encore une fois afficher le gangstérisme congénital d'une autre puissance coloniale, la France. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien parce que fin avril 2023, il y a quelques jours, a été lancée sous la houlette du ministère de l'Intérieur français l'opération Wambushu, dont l'objectif est de rafler et d'expulser des ressortissants comoriens de Mayotte. Vous savez, Mayotte, Maoré, de son nom local, l'une des îles comoriennes. Alors, vous êtes tout à fait fondé de vous demander comment, au XXIe siècle, un État étranger peut-il chasser des Africains d'Afrique. J'ai moi-même été victime de cela en 2019, mais ce n'est pas de moi dont il s'agit ici. Dans cette vidéo, je vais mettre un coup de projecteur sur tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là et vous démontrer encore une fois à quel point ce pays qu'on appelle la France est un État voyou, toxique et nuisible, qui n'est grand que quand il monte sur les épaules de l'Afrique et des peuples noirs, avec, hélas trop souvent, la complicité de potentats et de collabos locaux. C'est parti, mais d'abord, abonnez-vous, mettez un pouce levé, partagez le lien de la vidéo et surtout, contribuez financièrement à mes cagnottes dont les liens s'affichent en dessous pour me permettre de continuer de produire du contenu éducatif comme celui-ci. Les premiers Européens à explorer les Comores sont les Portugais, mais les premiers à les coloniser sont les missionnaires, commerçants et fonctionnaires français dès 1841, lorsqu'ils établissent une présence à Mayotte. Au cours des décennies qui vont suivre, la France a progressivement étendu son contrôle sur les autres îles de l'archipel, notamment Nzouani, qu'ils ont baptisé Anjouan, Moali, qu'ils ont nommé Moélie, et Ngazidja, qu'ils ont appelé Grande Comore. Entre 1886 et 1892, les îles des Comores deviennent un protectorat français administré depuis Madagascar, une autre colonie, et en 1946, pour renforcer son emprise, Paris les érige en territoire d'outre-mer avec pour chef-lieu Dzaoudzi, situé à Mayotte. Naturellement, les populations locales ne se sont pas laissées faire et ont tenté à plusieurs reprises de se battre contre la dépossession de leurs terres et de leurs ressources par les colons français. Et c'est finalement grâce à la pression des nationalistes ainsi que de la communauté internationale qui en avait un peu ras-le-bol d'entendre les Africains se plaindre de la politique coloniale française, merci Ruben Oumniobé et Ahmed Ben Bella, qu'un référendum appelé consultation sur l'indépendance a été organisé le 22 décembre 1974. Souhaitez-vous que le territoire des Comores devienne indépendant? Telle était la question à laquelle les populations comoriennes devaient répondre en ce fameux dimanche. Le résultat fut un oui massif et franc, avec 154 184 votes, soit 95% des suffrages exprimés, les ressortissants de l'archipel se sont déclarés pour l'indépendance. Monsieur le député, je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Et que croyez-vous qu'il se soit passé ensuite? Eh bien, la France a refusé de se plier au résultat et a décidé de ne reconnaître l'indépendance que de 3/4 des Comores, en amputant le nouvel État créé le 6 juillet 1975 de l'île de Mayotte, où 8 783 personnes avaient voté non, et ceci en parfaite violation du droit international.
En effet, l'indivisibilité des territoires coloniaux est un concept du droit international reconnu par de nombreuses résolutions des Nations Unies qui a émergé au cours de la décolonisation. Il stipule que les colonies doivent être considérées comme des entités indivisibles et que toute tentative de diviser ou de séparer un territoire colonial est contraire au principe de l'autodétermination et de l'intégrité territoriale des États. Cette règle a été particulièrement importante pour freiner les manœuvres divisionnistes des puissances colonisatrices qui étaient tentées de morceler certaines parties de leurs empires pour maintenir leur contrôle sur certaines zones, comme on l'a vu au Congo avec la sécession katangaise sponsorisée par des mains pas si occultes que cela. Le Katanga n'a pas échappé à la mutinerie de la force publique, ni au pillage par la population. 10 juillet, réaction rapide des forces métropolitaines belges. À Moscou, Nikita Khrouchtchev, le numéro 1 soviétique de l'époque, traite les Belges d'agresseurs. 11 juillet 1960, Moïse Tshombe, devant le chaos généralisé, dit-il, proclame la sécession du Katanga. Le Katanga deviendra un État indépendant avec son drapeau, sa monnaie et sa constitution. Cette indépendance durera 2 ans et demi. En d'autres termes, l'indivisibilité des territoires coloniaux implique que les colonies ne peuvent pas être séparées en fonction de critères ethniques, religieux, linguistiques ou géographiques et que leur destin doit être déterminé dans son ensemble par les peuples qui y vivent. Mais la France, comme tant d'autres États occidentaux, a une compréhension à géométrie variable du droit international. Et elle n'hésite pas à en faire fi quand cela va contre ses intérêts. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Comores. Pourtant, le président français élu à 58% ne gouverne pas 58% de la France, il gouverne toute la France. Eh bien, c'est ce même principe qui prévaut aux Comores, comme partout dans le monde. Mais la France, pour entériner son hold-up, a organisé à Mayotte un autre référendum le 8 février 1976 où la question posée était de savoir si les Mahorais voulaient rester dans la République française ou devenir indépendants dans le cadre des Comores. De la même façon que les populations de Crimée, de Donetsk et de Lugansk ont été consultées en 2014 et 2022 pour répondre à la question de savoir si elles voulaient être rattachées à la Fédération de Russie ou si elles préféraient rester une partie intégrante de l'Ukraine. Elles ont choisi massivement de devenir des sujets russes, avec plus de 96% de oui en Crimée, 99% à Donetsk et 98% à Lugansk. Des résultats identiques à ceux de Mayotte en 1976. Même pipe, même tabac. À Simferopol, ils sont des milliers à fêter la séparation avec l'Ukraine. La Crimée a dit oui dimanche à la Russie. À plus de 95%, les électeurs de la République autonome ukrainienne ont voté en faveur de l'union à la Russie lors d'un référendum controversé. Face à la foule, le Premier ministre de Crimée savoure la victoire. Nous rentrons à la maison, dit-il. La Crimée est en Russie. Hourra, camarades! Après le dépouillement d'environ 30% des votes dans les 4 territoires concernés, le oui l'emporterait à plus de 97% selon les agences de presse russes. À l'heure où Emmanuel Macron accuse sans complexe les Africains d'hypocrisie face à la situation en Ukraine, à l'heure où la France fait partie de ceux qui hurlent au loup et à l'annexion à propos de l'intégration des territoires de la Crimée et du Donbass à la Russie, elle est elle-même l'auteur d'annexions et d'occupations répétitives, condamnées par la communauté internationale et qui perdurent jusqu'à ce jour. Le culot de ça. Depuis des décennies, la question des Comores a fait l'objet de plusieurs résolutions des Nations Unies, condamnant l'annexion de l'île comorienne de Mayotte par la France et enjoignant celle-ci à rétrocéder le territoire aux Comores. En voici une. Mais il vous suffit d'aller dans la bibliothèque en ligne de l'ONU
de taper Comores ou Mayotte dans la barre de recherche et vous pourrez les lire à volonté. Mais naturellement, le gangster international français qui met son long nez caucasien partout et s'agite pour faire voter et respecter des résolutions aux quatre coins de la planète, fait la sourde oreille et ignore royalement celles qui le concernent. Au lieu de faire profil bas, la France brandit ses dom-toms, ses départements et territoires d'outre-mer, comme un voleur qui revendique avec arrogance et à ciel ouvert son butin d'un pillage ancien. Il faut que la France soit cohérente. Si je vous pose la question de savoir où est la France, quelle réponse allez-vous me donner? Évidemment que la France est un pays qui se situe en Europe, à côté de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie et de l'Espagne. Peut-être même que vous allez me dire qu'elle est bordée par la Manche, la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Alors, comment cette France qui nous casse les oreilles avec ses récriminations face à l'immigration qui la gêne considérablement? Cette France qui se sent menacée par la perspective d'un grand remplacement par les Noirs, les Arabes et les musulmans. Cette France qui hurle qu'elle a une culture et des valeurs judéo-chrétiennes, des frontières et un territoire à protéger en Europe et qui finance pour cela, avec ses complices de l'Union européenne, des camps de concentration en Libye pour empêcher les migrants de traverser la Méditerranée et d'aller chercher l'espérance d'une vie meilleure en Occident. Comment cette France peut-elle affirmer que des territoires situés à des milliers de kilomètres de l'Europe sont à elle? Des gens qui sursautent au moindre Allahu Akbar, qui criminalisent la polygamie et les femmes voilées, qui expriment un mépris profond pour tout ce qui touche à l'islam, à l'animisme, aux coutumes ancestrales africaines, ne se gênent pas pour revendiquer et annexer un territoire musulman, africain et de tradition matrilinéaire à 8000 km de Paris. Franchement, soyons un peu sérieux. De la même façon que le refus de la Guinée de rester dans la communauté française en 1958 fut suivi immédiatement par moult manœuvres de la part de la France pour fragiliser le jeune État, notamment à travers l'opération Persil, à laquelle j'ai dédié une vidéo dont je vous mets le lien ici, le choix d'indépendance des Comoriens leur a valu une cohorte de déstabilisation orchestrée par Paris, dont les effets se font ressentir jusqu'à ce jour. Ces gens qui nous abreuvent à longueur de journée de complaintes à propos des mercenaires de la société militaire privée russe Wagner sont les mêmes qui ont envoyé leurs mercenaires, avec à leur tête Bob Denard, pour déstabiliser plein de pays africains, par exemple le Congo, où il a servi Moïse Tshombe au Katanga, le Bénin, l'Angola, le Nigeria, mais aussi et surtout les Comores, nouvellement indépendants, en perpétuant des coups d'État et en assassinant des présidents. Et si dans cette vidéo je me concentre sur la France, il faut bien que vous sachiez que les sociétés occidentales de mercenaires pullulent partout. Les plus nombreuses, plus d'une vingtaine, sont sans surprise américaines. Mais la France est le deuxième pays qui compte le plus de sociétés militaires privées au monde, comme NS Group, Amarante International, Anticipe, Corp Garde Défense, DCI, Galis, Geos Hadid, KB Corporation, Salamandre, ainsi que la plus large armée de mercenaires, la Légion étrangère. Ce que je vais vous raconter maintenant concernant le plus célèbre d'entre eux n'est pas le récit falsifié occidental, c'est la vérité historique. Arrivé pour la première fois à Moroni le 5 septembre 1975, soit 5 semaines après le coup d'État interne du 3 août qui a installé Saïd Mohamed Jaffar au pouvoir, Robert Bob Denard débarque le 20 septembre à Anjouan, où le président déchu Ahmed Abdallah s'était réfugié en menaçant de faire sécession, pour l'arrêter et l'envoyer en exil en France, cette France qui lui en veut d'avoir déclaré l'indépendance des Comores quelques semaines plus tôt. Mais la France se rend
compte avec effarement que Ali Swahili, qui est proclamé président le 2 janvier 1976, après avoir été le ministre de la Défense des Comores sous Jaffar, est un indépendantiste beaucoup plus viscéral que Abdallah, quelqu'un qui va engager une réforme agraire d'envergure qui devra permettre aux Comoriens de sortir de la pauvreté et d'acquérir l'autosuffisance alimentaire. Vous le savez comme moi, autrefois comme aujourd'hui, la perspective de la prospérité africaine est un crime de lèse-majesté pour certains. Alors, la cellule africaine de l'Élysée, dirigée par René Journiac, qui a succédé à Jacques Foccart en 1974, commissionne Bob Denard pour renverser Swahili et réinstaller au pouvoir un Abdallah qui a profité de son exil en France pour faire allégeance à Paris. Ce fut chose faite avec l'opération Atlantide le 13 mai 1978 et Ali Swahili, fait prisonnier, est assassiné quelques jours plus tard, le 29 mai. L'opération Atlantide est lancée. Pour cette mission, Denard recrute 50 mercenaires issus pour la plupart des réseaux de l'extrême droite. Des mercenaires surveillés de près par la France. Car selon le colonel, cette mission a été validée par les services secrets. C'est sûr que le coup d'État de 78, c'est avalisé par la haute hiérarchie de la DGSE. Une chose est sûre, l'opération est menée de main de maître. Mars 78, Lantinéa quitte l'Orient. Il va contourner l'Afrique pour rejoindre les Comores, sous couvert d'une mission scientifique. Après 23 jours de mer, Moroni est en vue. L'objectif, la plage d'Itsandra. L'opération est lancée dans la nuit du 13 mai. Bob Denard est à la manœuvre. À bord de pneumatiques, les commandos débarquent. 50 hommes armés investissent la ville. Nous avons réussi, en 4 heures de temps, nous avons rendu maître de la capitale et fait prisonnier le président, fait prisonnier tout le monde. Ali Swahili, celui que Denard avait aidé à mettre en place, sera tué quelques semaines plus tard, lors d'une tentative d'évasion. Certains y voient la main du colonel. Bob Denard, qui s'y est établi, fait la pluie et le beau temps aux Comores, l'utilisant comme base arrière pour les activités de mercenariat à lui confiées par la France et d'autres, dirigeant une garde prétorienne surarmée qui ne répond qu'à lui, décidant de tout, de la politique à l'économie, de l'agriculture au tourisme. Financé par Pik Botha et les services de renseignement sud-africains en accord avec la France, il leur met les îles à disposition pour contourner les sanctions internationales dont est frappé le régime d'apartheid. L'accueil de la population que j'ai libérée ont fait que si je voulais rester dans l'ombre au départ, je ne peux plus le faire maintenant parce qu'il y a trop de chaleur humaine, ça devient un problème sentimental et j'ai l'intention de m'établir définitivement ici en tant que Comorien à part entière. L'Afrique du Sud, qui pratique un régime d'apartheid, est soumis à un embargo international. Les Comores vont lui permettre de le contourner. L'un des principaux lieutenants de Denard, François-Xavier Sidos, commandait l'une des 3 compagnies de combat de la garde présidentielle. Il était chargé de la formation des sous-officiers comoriens. L'équipement venait pour une part d'Afrique du Sud, beaucoup d'armements récupérés en Angola par exemple. Ce qu'il faut savoir que c'est l'Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud et la France avaient, disons, négocié de façon à ce que l'Afrique du Sud prenne en charge le fonctionnement de la garde présidentielle. Et les Sud-Africains avaient installé une station d'écoute en Grande Comore. La France avait laissé faire l'Afrique du Sud en échange, pour schématiser, pour simplifier, en échange du financement de la garde présidentielle. Cela dure jusqu'au 15 décembre 1989, jusqu'à ce que la situation géopolitique mondiale évolue et que ses parrains ferment les robinets financiers et le contraignent à quitter l'archipel pour s'installer en Afrique du Sud. Il y reviendra brièvement en 1995 pour renverser le président Saïd Mohamed Johar à la demande de la famille d'Ahmed Abdallah, qu'il avait pourtant assassiné dans son bureau quand celui-ci avait voulu démanteler sa garde présidentielle.
Comme quoi, les Abdallah de père en fils n'étaient pas très rancuniers et avaient la très sale habitude d'avoir recours au service du mercenaire français, ce qui ne leur a, ma foi, pas toujours réussi. Cette fois, suite aux vives protestations de la communauté internationale face à ce retour de Denard, qui coïncide, sans surprise, avec le retour des réseaux focardiens à l'Élysée dans le sillage de Jacques Chirac nouvellement élu, la France envoie son armée qui entre aux Comores comme dans un moulin, malgré la pseudo-indépendance, pour déloger Bob Denard le 6 octobre 1995, mais en prenant bien soin de ne pas réinstaller Djohar au pouvoir, qui sera exfiltré puis détenu pendant 5 mois dans un hôtel de luxe à La Réunion, surveillé par des militaires français. Pendant qu'elle s'attelle à déstabiliser profondément et durablement les Comores, la France ficelle sa mainmise sur Mayotte. Ignorant toutes les condamnations de la communauté internationale et les résolutions de l'ONU, où elle dispose du statut de membre permanent avec droit de veto, veto dont elle a fait usage concernant la résolution sur Mayotte du 6 février 1976 au Conseil de sécurité, elle maintient son emprise administrative à travers la farce référendaire du 8 février 1976 pour l'orner du statut de collectivité territoriale, puis celle du 29 mars 2009 pour procéder à sa départementalisation, précédée en 2003 par l'ancrage de Mayotte dans la Constitution française à travers l'article 73. Comme toujours, la France pense qu'il lui suffit de constitutionnaliser ou d'inscrire ces pillages dans la loi pour les rendre irréversibles. Elle l'a fait pour les œuvres cultuelles et culturelles qu'elle a dérobées en Afrique pendant la colonisation. Elle le fait aussi avec les territoires qu'elle continue d'occuper malgré les revendications indépendantistes émanant des peuples en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, en Guadeloupe, en Martinique, à Wallis et Futuna, à La Réunion, ou malgré les revendications légitimes émises par Madagascar concernant les îles éparses. L'opération Wambushu est une énième manifestation de l'arrogance et de l'occupation française en Afrique, alors que Macron prétend vouloir changer la qualité des relations avec le continent. Les opérations dites de décasage ne datent pas d'hier à Mayotte, mais le dernier baroud néocolonial français, c'est l'opération Wambushu, à travers laquelle, sous la houlette de Gérard Moussa Darmanin, la France décide de ramasser des Comoriens qui sont chez eux à Mayotte, mais que l'on déclare migrants clandestins, et de les embarquer de force sur des bateaux pour les expédier vers les autres îles de l'archipel des Comores. Il est vrai que les Français sont très expérimentés quand il s'agit de jeter des Noirs dans des bateaux pour les emmener de force quelque part, une expérience qui remonte à l'époque de l'esclavage. Ces gendarmes basés en Normandie font partie des 500 renforts mobilisés. Ils ont aussi pour mission d'interpeller des migrants sans papier pour augmenter le nombre d'expulsions. On va faire le contrôle d'identité, de la nationalité, du droit de séjour, donc tout ça qui est géré par nous et par des pôles compétents pour justement vérifier s'ils ont le droit, s'ils sont légalement présents sur Mayotte. La deuxième phase de cette opération concerne le démantèlement de bidonvilles. Dans les quartiers concernés, de nombreux logements ont été marqués d'un numéro par les autorités, un recensement avant destruction. Les habitants ont été prévenus. Cette intervention devrait débuter dans les prochains jours, probablement demain. Le Kwassa pêche peu, il amène du Comorien. Du Comorien, comme si c'était une marchandise. Personne n'a oublié les propos profondément choquants de Macron à peine élu en 2017. Le Kwassa pêche peu, il amène du Comorien. C'est différent. Pourtant, le seul clandestin, le seul illégitime à Mayotte, c'est la France. Et le moment est venu de ramener ce pays, avec son état voyou, colonial et profondément raciste, à sa forme hexagonale, de le renvoyer à sa vraie place dans le concert des nations. Alors que les Occidentaux ferment les yeux sur les agissements français, soit. Que les Orientaux, les Océaniens, les Sud-Américains ferment les yeux, ok. Mais que les Africains ferment les yeux, c'est intolérable, inacceptable, condamnable et répugnant.
Surtout que ce n'est pas seulement une partie des Comores qui est illégalement occupée par la France, mais également une partie de Madagascar, les îles Éparses, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente dont je vous mets le lien ici. On ne peut pas attendre que notre tortionnaire ait pitié de nous et nous lâche la grappe. La France ne le fera jamais. Car sans l'Afrique, ces gens-là dégringoleront encore plus bas qu'ils ne le sont déjà aujourd'hui. Vous ne voyez pas comment, malgré des résolutions de 1979, 1980, ils s'agrippent aux îles Éparses qui appartiennent à Madagascar. 45 militaires français répartis sur 3 des 5 petits bouts de terre d'à peine 40 km² dans l'océan Indien, 45 ploucs de la Légion étrangère française narguent 27 millions de Malgaches et pillent une zone économique de près de 640 000 km², riche en pétrole, en poissons, en biodiversité. Nous devons fracasser la colonisation. Il nous faut montrer à la France et au monde notre détermination à le faire. Et le meilleur moyen pour cela, c'est de déboulonner ces relais à la tête de nos États et de les remplacer par des patriotes. Comment ne pas dénoncer les responsables africains de cet état de choses? À tout seigneur, tout honneur, commençons par Azali Assoumani. Président à répétition des Comores à la faveur d'élections souvent frauduleuses ou de coups d'État, il est également depuis février 2023 le président de l'Union africaine. Le chef de l'État comorien, en plein milieu de l'opération Wambushu, ne trouve rien de mieux à faire avec ses ministres que d'aller s'aplatir devant Emmanuel Macron et son gouvernement à Paris pour nous débiter des insanités diplomatiques sans dignité et quémander la levée des visas au lieu de réclamer la rétrocession de Mayotte. L'officier Assoumani aime les titres ronflants, mais c'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Il se complaît dans la prison monétaire du franc comorien, qui est le jumeau du franc CFA, au lieu d'en sortir, de renégocier tous les accords iniques signés, et surtout d'exiger chaque jour, à chaque tribune internationale, l'application des résolutions onusiennes relatives à la rétrocession sans condition de Mayotte aux Comores. Mais non, il va faire comme Tshisekedi, qui n'a pas moufté sur la situation au Kivu pendant toute la durée de son mandat à la tête de l'Union africaine, mais qui nous casse les oreilles à accuser la terre entière, sans commencer par l'homme qu'il voit dans le miroir, depuis qu'il n'est plus en fonction. Assoumani, c'est un vrai traître à la patrie qui mérite d'être balayé et jugé. Que dire des autres présidents africains, complices silencieux des annexions françaises au détriment des Comores et de Madagascar? Des gens qui mettent leur énergie à bavarder sur la guerre OTAN-Russie en Ukraine, loin là-bas en Europe, alors qu'il y a des occupations territoriales et des agressions étrangères à gérer sur le continent. Dans les points 4 et 5 de la résolution 31.4 du 21 octobre 1976, l'ONU, je cite, « invite tous les États membres à apporter individuellement et collectivement une aide efficace à l'État comorien et à coopérer avec lui dans tous les domaines pour lui permettre de défendre et sauvegarder son indépendance, l'intégrité de son territoire et sa souveraineté nationale. Lance un appel à tous les États membres afin qu'ils interviennent individuellement et collectivement auprès du gouvernement français en vue de l'amener à renoncer définitivement à son projet de détacher les îles comoriennes de Mayotte de la République des Comores. » Fin de citation. Depuis 48 ans, qu'ont entrepris les présidents africains pour faire appliquer ces dispositions? Quelles sanctions ont-ils prises à l'endroit de la France pour la contraindre à respecter l'intégrité territoriale des Comores? Pourquoi les sociétés françaises sont-elles autorisées à s'installer et à fonctionner en Afrique tant que des pays frères sont sous occupation française? Où est la solidarité africaine alors que les autres s'unissent quand il s'agit des intérêts de l'un d'entre eux?
On voit l'Union européenne s'unir pour sanctionner la Russie pour ses agissements en Ukraine ou pour déranger le Mali et la République centrafricaine. Mais où sont les sanctions de l'Union africaine contre la France pour ses agissements aux Comores et à Madagascar? Pourtant, on se souvient qu'à l'époque de l'apartheid, des pays africains avaient pris des sanctions contre l'Afrique du Sud. Où sont les hommes, les vrais, en Afrique? Les Jerry Rawlings, Thomas Sankara, Ahmed Ben Bella, Sylvanus Olympio, Sékou Touré, Modibo Keïta, Robert Mugabe, Muammar Kadhafi, où sont-ils? Messieurs, réveillez-vous, retrouvez votre dignité. Aucun centimètre carré des territoires africains n'est cessible ou négociable. Mettez-vous au travail et allez récupérer Mayotte et les îles éparses. Pour finir, je vais m'adresser au peuple mahorais qui semble être victime du syndrome de Stockholm. Ne voyez-vous pas que vous êtes la 5e roue du carrosse? Cela fait des décennies que vous voulez être français, mais la France vous méprise. Elle vous considère comme des sous-hommes, des moins que rien, des citoyens de 6e zone. Si la France le pouvait, elle vous embarquerait aussi sur des bateaux pour vous jeter au fond de la mer ou sur une autre île. La France, elle aime Mayotte, mais pas les Mahorais. Elle a besoin de l'île pour justifier sa présence géopolitique et son emprise dans l'océan Indien, et aussi pour s'accaparer les ressources marines dans la zone économique exclusive qu'elle s'est octroyée autour des côtes de Mayotte. Mais elle n'en a rien à foutre de vous. Et vous, vous tombez dans le piège de la division dont elle est coutumière. Votre niveau de vie médian à Mayotte est 7 fois plus faible que le niveau national français. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté nationale, soit 5 fois plus qu'en métropole. Vous êtes les moins scolarisés, les plus chômeurs, loin derrière la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion. Vous êtes les derniers des derniers. Ce n'est pas moi qui le dis, mais votre Institut national des statistiques, l'INSEE. Get out! Alliez-vous à vos frères comoriens. Dotez-vous d'une classe politique valable, et je sais qu'il y a des gens valables aux Comores. J'ai animé à l'invitation de la diaspora comorienne de France une conférence à Paris en 2020, lors de laquelle j'ai rencontré des personnes formidables, intelligentes, courageuses et battantes. Frères et sœurs comoriens de Nzwani, de Maoré, de Ngazidja et de Mwale, tournez le dos aux partis politiques pourris qui travaillent pour les intérêts de la métropole, ou à l'immonde classe politique locale à l'image d'Assoumani, ces instruments de prédation qui vous ont maintenu dans l'instabilité et la pauvreté. Construisez un projet de société émancipé, souverain, basé sur une réforme foncière et agricole et une exploitation de vos ressources marines. Le monde est en pleine mutation, ne ratez pas le coche. Mettez vos frustrations ensemble. Mettez vos aspirations à une vie meilleure et digne en commun. Unissez-vous et prenez le pouvoir pour faire de l'ensemble des Comores un pays stable, prospère, respectueux de ses citoyens et de leurs us, coutumes et traditions où il fait bon vivre. Marhaba. À bientôt.